Aujourd'hui, c'est Itinéraire Business. Madame Maud Salomé Ekila. Oui, c'est moi-même. Pour les téléspectateurs et pour nos auditeurs, qui êtes-vous? Alors moi, je suis une Congolaise, je suis journaliste, reporter, j'habite à Kinshasa, je suis maman de 2 enfants et voilà, je suis militante aussi, militante de la société civile, militante panafricaniste en particulier. Bon, vous habitez à Kinshasa depuis quand? Alors j'ai grandi en dehors du Congo et ça fait plusieurs années que je suis rentrée. En fait, depuis 2006, je reviens régulièrement, très régulièrement, de façon périodique. J'ai commencé à revenir quand j'ai commencé mes études de journalisme. Et puis là, je suis vraiment là définitivement depuis 5 ans. Mais il y avait eu des épisodes aussi où j'ai fait des très longues périodes. Oui, j'ai aussi vécu... Vous êtes née au Congo? Non, je suis née à Bruxelles. Ah, vous êtes née à Bruxelles? Oui, malheureusement, loin de chez moi. Comme beaucoup de Congolais dans mon cas. Oui. Et votre enfance, vous l'avez passée à Bruxelles? Oui, effectivement. Est-ce que vous avez gardé de cette période de l'enfance à Bruxelles, loin de chez vous? Mais je dirais que l'avantage qu'on a à Bruxelles, qui est une grande différence par exemple avec une ville comme Paris, avec un pays comme la France, c'est que à Bruxelles, on est la plus grande communauté africaine. Donc, après, moi, je mets pas spécialement les pays du Maghreb en Afrique, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais c'est sûr que les Marocains sont très très nombreux, par exemple, à Bruxelles. Mais nous, les Congolais, on est vraiment la plus grande communauté à Bruxelles. Donc, c'est pas difficile de rester vraiment bien imprégné, de rester dans sa communauté, de facilement avoir des nouvelles et je vais dire rester connecté, voilà. Et j'ai remarqué. Oui. Vous êtes donc une Congolaise bruxelloise ou une bruxelloise congolaise? Je suis une Congolaise tout court. Vous êtes une Congolaise. Et j'ai vécu dans plusieurs pays. Et c'est vraiment comme ça que je me suis vue à chaque fois. J'ai une capacité de vite maîtriser les endroits où je suis, de vite maîtriser les cultures que je peux côtoyer. J'ai vécu en Haïti pendant 3 ans, par exemple. J'ai vécu à Atlanta aussi pendant 1 an. C'est des endroits où rapidement j'ai compris un peu le fonctionnement, je me suis imprégnée des mentalités, mais je restais une Congolaise dans ces pays-là. Très fière de pouvoir rester qui je suis, avec mes cultures, mes traditions, mais de découvrir aussi autre chose et d'être comme une forme d'ambassadrice, je vais dire, de cette congolité dont je suis vraiment très fière. Votre école, l'école primaire, c'est une période où beaucoup d'enfants se posent énormément de questions. Vous n'êtes pas posé ces questions-là quand vous étiez à Bruxelles? Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est resté beaucoup en famille. On a une grande famille. Y compris à l'école? Non, pas à l'école. Alors à l'école, c'est sûr que il y a beaucoup d'écoles où on n'est pas beaucoup déjà d'étrangers, je vais dire tout court. Donc vous avez en général quelques Africains et puis c'est tout. Vous allez peut-être par classe, il y a un Africain, 2 Africains et puis c'est tout. Donc malgré que vous soyez la plus forte communauté africaine à Bruxelles, dans les classes dont vous vous souvenez, vous n'étiez pas très nombreux. Mais évidemment. Et surtout que, encore une fois, je vais faire la comparaison par exemple avec la France. En France, le quartier où on vit,
on doit aller dans cette école-là. Et c'est le cas maintenant aussi, c'est le cas d'ailleurs maintenant aussi, ce que j'ai appris. Ça fait très longtemps que j'ai quitté la Belgique, mais j'ai appris que c'était le cas aussi maintenant en Belgique. Et qu'est-ce que ça produisait? Ça produisait que il y avait des quartiers plus ou moins défavorisés, et on le sait, malheureusement, nos communautés sont souvent dans des conditions de précarité, de pauvreté, et plus difficile pour accéder à, je veux dire, même des études universitaires. Et du coup, ce que ça produit, c'est qu'on va dans l'école de son quartier. Alors là, en France, ben voilà, vous avez par exemple des écoles qui sont dans des coins de l'Île-de-France où il y a une plus forte concentration de personnes d'origine étrangère. Mais en Belgique, c'était pas le cas. Effectivement, il y avait Vous étiez dans quel quartier de Bruxelles? J'ai déménagé plusieurs fois. Oui. J'étais d'abord vers Molenbeek, Kuckelberg. Est-ce que vraiment c'est intéressant de parler de ça? Je ne sais pas. Mais, très intéressant. Ok. Mais donc, c'est vrai que je me rappelle pas m'être posé tellement de questions, en fait. Pour être honnête, je n'ai pas... Oui. Ce qui m'a beaucoup plus, par contre, marqué à cette époque-là, c'était le fait que j'étais déjà très très jeune, j'étais engagée. C'est-à-dire que très jeune, quand il y avait des choses que je trouvais injustes, je faisais en sorte de l'exprimer, peut-être de changer la situation. Et j'étais souvent seule, en fait. J'étais souvent seule. C'était bien pour ça que je me pose la question de l'enfance. Parce que vous n'allez pas échapper à ma question comme ça. Dites-moi, à Bruxelles, vous avez changé beaucoup de quartiers. C'était pourquoi? Parce que... Non, j'ai déjà des questions. C'est parce que vos parents ont bougé pas mal. Non, bon, quand je dis qu'on a pas mal déménagé, en tout cas, il y a eu 2-3 grands changements de quartier. Mais encore une fois, Bruxelles, c'est tellement petit que j'ai pas, c'est pas ce qui m'a vraiment le plus marqué. Ce qui m'a le plus marqué, ce dont je me rappelle vraiment, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui revendiquait, qui quand elle constatait des choses qui avaient l'air pas justes, parce qu'après peut-être qu'avec le recul maintenant il y a des choses où je me dirais mais c'était pas du tout injuste, mais quand il y avait des choses qui me paraissaient injustes, je me souviens que je l'exprimais et j'allais loin dans cette façon de l'exprimer. Donnez-moi un exemple. C'était quoi par exemple? Qu'est-ce qui, avec le recul, en revenant sur votre années de... Je donne un exemple. Quand j'étais vraiment jeune, on va dire j'avais 8 ans, 9 ans. Oui. Quand il y avait un professeur qu'on trouvait injuste et qui était injuste dans sa façon de noter ou quoi que ce soit, ben, on organisait moi, en tout cas, j'impulsais qu'on puisse se plaindre, faire une lettre à la direction, des choses comme ça. Et au final, je me retrouvais toute seule. Tout le monde faisait semblant qu'ils étaient tous motivés. Et au final, j'étais toute seule à défendre ça. Et je trouve que ça s'est beaucoup confirmé par la suite aussi. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en tant que militante, ben, oui, c'est vrai que je fréquente beaucoup de militants, hein, forcément avec qui je travaille, avec qui on fait des actions, mais de manière générale dans la société, on est quand même des personnes qui sont assez... on est assez marginalisés, on fait des choses, on décide de se lever là où il y a beaucoup de gens qui décident de plutôt suivre, parfois comme des moutons d'ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment, ça je peux dire que c'est le souvenir que j'ai de mon enfance. C'est que je me souviens que très tôt, j'étais toute seule en fait. J'étais toute seule dans ce combat. Donc j'étais habituée surtout très tôt à devoir développer des arguments. Voilà, à devoir développer des arguments, à défendre les causes qui me semblaient justes, etc. Oui. Ouais. Et votre lycée, vous l'avez fait toujours à Bruxelles? Le lycée, c'est quoi? C'est l'humanité, c'est ça? Le collège, le lycée. Oui, ok. Oui. Parce que en Belgique, en fait, il y a 6 années. D'ailleurs, c'est comme ça ici aussi au Congo. Donc, il y a 6 années de primaire, on va dire, et puis 6 années pour aller jusqu'à ce qu'on appelle le bac en France. Mais pareil, j'ai fait ça en Belgique, et j'ai été. Alors, par contre, j'ai été renvoyée de plusieurs écoles. Oui, beaucoup d'écoles. J'ai fait beaucoup d'écoles en humanité, justement pour
ce comportement dissident, on va dire, quand quelque chose ne me paraissait pas juste. Oui, ça je m'en souviens. Une fois comme ça, si vous sans tout nous raconter, pourquoi vous avez été renvoyé d'une école? Bon, quand j'avais 15 ans, 14 ans d'ailleurs, j'ai intégré en fait le mouvement de jeunesse d'un parti politique qui était qui est un parti il est toujours existant d'ailleurs, c'est un parti marxiste-léniniste, un parti communiste donc. Moi très tôt, je sais pas comment est-ce que je me suis retrouvée avec ça, même si j'ai quelques idées, mais j'avais lu le petit livre rouge de Mao Tse-tung, etc. Enfin, c'était des idées qui m'intéressaient beaucoup. Et donc, j'ai intégré ce parti et je me souviens que là où j'étais, l'école dans laquelle j'étais en humanité, ils avaient décidé de faire venir pour initier, j'imagine déjà un petit peu à la culture politique, parce que dans 3 années plus tard, on allait être des citoyens qui allaient voter. Ils faisaient venir des représentants des partis politiques pour échanger avec les étudiants de l'école, quoi. Et moi j'étais déjà active politiquement dans ce parti, et évidemment c'est un parti qui n'avait pas été invité, comme d'ailleurs le parti, il y a plusieurs partis d'extrême droite en Belgique, mais donc eux non plus n'avaient pas été conviés, bien que la droite en Belgique, ils sont quand même, je trouve, assez proches finalement de l'extrême droite. Mais donc, là, je parle de l'époque, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais et donc ça m'avait vraiment mise en colère. Donc j'ai vraiment boycotté totalement cette rencontre, et ça m'a valu un renvoi. Ça, c'était une des fois où j'étais renvoyée. Après, bon, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais beaucoup de choses. Non, mais... Et quand vous vous retrouvez comme ça, toute seule, renvoyée de l'école, c'est quoi les sentiments qui vous habitaient? Bon, à partir du moment où j'estime que je fais quelque chose de juste, j'avoue que j'étais pas tellement touchée. Je me rappelle pas avoir été abattue ou quoi que ce soit, non. J'ai toujours... même le fait de penser quelque chose toute seule dans une pièce où 30 ou 50 personnes pensent pas comme moi, ça m'a jamais vraiment dérangée. Mais la tournure que prend cette interview, je sais pas si je m'étais préparée à ça. C'est la surprise toujours de mes interviews. En tout cas, j'espère que je vais pas trop me dévoiler ici, parce que j'essaye de rester discrète quand même. Oui, vous avez bien raison. Et après, vous êtes parti les humanités. Quand vous dites après les humanités, vous avez fait quoi? Après les humanités, j'ai commencé des études de droit en Belgique, et puis je me suis rapidement réorientée vers le journalisme. Et ça, j'ai commencé aussi en Belgique, et en fait, j'ai trouvé une super spécialisation en France, à Paris, qui était en fait un métier qui venait juste d'apparaître. Parce que bon, moi, je vais avoir 40 ans cette année, donc à l'époque où j'ai commencé ces études, qui sont donc des études de journaliste, reporter d'images, à l'époque, vous voyez, c'était une période où il y avait le caméraman qui faisait ses études de prise de vue, ou de réalisation plutôt. Il y avait l'ingé son qui lui avait fait ses études d'ingé son. Et puis, il y avait le journaliste qui avait fait son école de journaliste. Et le puis, réalisateur. Oui, et puis en fait, vous aviez au moins besoin de ces 3 corps de métier pour partir en reportage, par exemple pour des reportages de journal télévisé. Mais moi, quand j'ai trouvé cette formation de journaliste reporter d'image, je me rends compte qu'en fait, c'était vraiment les toutes premières années où ça commençait de pouvoir former une personne à ces 3 corps de métier. Et ça a été vraiment intéressant, ça a été une révélation. Je me suis dit que je préférais faire ça pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et ça m'a beaucoup aidée, parce que je me rends compte que quand je partais en reportage, je partais toute seule. Donc j'ai toute ma formation en lumière, j'ai ma formation en son, je fais du montage vidéo toute seule. Et c'était vraiment ça l'objectif, c'était de former des journalistes qui sont complets, qui se suffisent à eux-mêmes. Et honnêtement, je me rends compte, surtout dans le tournant que j'ai pris avec ma carrière, de faire du documentaire historique, mais surtout après, j'imagine qu'on en parlera après, mais dans ma carrière avec le docteur Mukwege,
arriver toute seule face à une personne qui doit vraiment se livrer et qui doit rentrer dans une certaine intimité, d'être toute seule, bon en plus moi une femme, de placer juste mon son, ma lumière d'une façon assez discrète et qui est que moi pour parler et pour essayer de sortir un maximum d'informations. Voilà, c'était vraiment quelque chose, c'était un point positif, c'était un avantage que j'avais par rapport à tous ces journalistes de la vieille école, que je critique pas, parce qu'au final, c'est sûr que quand on fait beaucoup de choses à la fois, on est vraiment excellent dans rien, sans doute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce que je voulais faire, pour ce que je veux faire, c'est vraiment parfait. Et donc là, vous voyez, en plus de ça, quand j'arrive quelque part, je sais ce que je veux filmer, parce que moi, je sais ce que je veux monter. Donc, je sais quand je filme, je sais le genre de plan que je veux. Je sais aussi ce que je vais garder. Je prends des notes de ce qui est intéressant. Tandis que si je devais arriver quelque part, par exemple, et dire au caméraman, filme cette partie-là, filme cette action-là, tout ça, ça peut nous faire perdre du temps. Parfois, on passe à côté de certaines choses. Donc, c'était vraiment une formation que je trouvais super. Et qui vous avez fait ça à Paris, cette formation, vous l'avez faite à Paris? Tout à fait. Et c'était d'autant plus intéressant que j'ai directement pu faire aussi des stages en entreprise. Et donc, dans des médias, c'est-à-dire que là, on est sur du métier. Donc c'était dans des médias. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, j'écoutais. Là, je vais faire un petit big up à maman Eugénie Dieki, que je l'écoutais chaque matin. Sur Africa numéro 1, elle et Anastasie Toudièche, et c'était vraiment super. Ça m'a beaucoup influencé d'ailleurs pendant mes études. C'était vraiment en plein pendant mes études de journalisme et je les trouvais incroyables, toutes les deux. Formidable. Et ça, vous avez travaillé dans des médias français après votre formation? Oui. Bon, j'ai travaillé pour TV5 Monde, par exemple. C'était bon, j'ai présenté beaucoup d'émissions en fait, mais sinon j'ai travaillé aussi pour des chaînes comme le groupe Trace Média. J'ai travaillé pour Biblac aussi à l'époque où ça a commencé. Quand ça a démarré, en fait, j'étais une des toutes premières employées de Biblac. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, j'imagine que oui. Elle est diffusée sur tout le continent. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était beaucoup moins. Enfin, c'était le tout début. J'étais vraiment la toute première journaliste à avoir été engagée sur cette chaîne-là. Et donc voilà, après j'ai travaillé pour TV5 Monde. J'ai travaillé notamment pour des émissions qui étaient en fait produites par des boîtes de prod, mais qui étaient diffusées sur ces chaînes-là. Donc c'était intéressant parce que c'était diffusé sur tout le continent. Donc il y avait... ouais. Mais j'ai surtout travaillé ici à Kinshasa parce que tous les stages que je faisais pratiquement, je les faisais ici. Donc d'ailleurs mon tout premier stage. Vous êtes retourné pour faire des stages ou vous avez déjà un projet de rentrer? Ah non, retourner à Kinshasa? Non, mais ça c'était. Alors dans ma tête, c'était une certitude que tout ce que j'étais en train de faire, tout ce que je prenais comme expérience et tout ce chemin que j'étais en train de parcourir, je le faisais dans une seule optique, c'était de rentrer chez moi. Et d'ailleurs, je reviens sur l'épisode du parti dans lequel j'étais, le PTB en Belgique, le Parti communiste. Je me souviens que j'avais souvent des discussions avec les camarades du parti qui me disaient « Mais tu parles toujours du Congo, mais c'est ici que nous, on est en train de faire des choses. » J'ai dit « Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est pas mon pays ici. Moi, il faut que je rentre. » Donc, je trouve ça intéressant, très intéressant, et je me donnais vraiment à fond dans ce parti, dans toutes les activités qu'il y avait. J'y étais pendant plus de 10 ans. Mais c'était vraiment dans le but, à un moment donné, oui, de me former, d'avoir une vraie conscience politique, d'apprendre des choses, mais de rentrer chez moi. J'ai pas pu rentrer non-stop en un seul coup. Oui, donc, ce que je vous disais, c'est que depuis 2006, je rentre régulièrement. Et donc, par exemple, les stages que je faisais, moi, j'ai fait des 4 mois de stage. Donc, vous voyez, par exemple, je pouvais faire 4 mois de stage quand j'étais stagiaire en journalisme. J'ai travaillé ici pour des chaînes de télévision, mais je présentais déjà le journal télévisé. Je faisais déjà beaucoup de choses. J'avais aussi une émission culturelle, de musique, etc. Donc,
Je pouvais faire par exemple 5 mois, 4 mois, puis je repartais 2 mois, puis je revenais encore 5 mois. Donc c'est vrai que j'étais pas là à 100% du temps, mais pour moi j'étais déjà quinoise, vous voyez, donc j'avais déjà toutes mes habitudes ici, et donc ça c'est. Mais quand même, dites-moi, vous avez grandi à Bruxelles, bien dans une communauté très soudée, avec beaucoup de liens avec d'autres Congolais, et malgré tout, ce retour pour vous au Congo n'a posé aucun problème. Bon, en termes de culturel. Bon, je vais vous dire honnêtement, moi, Oui. je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui fassent vraiment attention à ça, qui regardent comme ce que vous dites, cette idée de choc culturel. Mais je pense que quand on a envie de quelque chose et quand on se sent à l'aise quelque part et quand en fait ça dépasse le tangible. Ma connexion avec mon pays. Je ne fais pas attention en fait même si c'est constant, c'est partout en fait, partout où on vit, il y a des obstacles, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où c'est embêtant, etc. Mais moi je n'ai jamais ressenti ça comme un poids en fait. D'ailleurs, j'ai pas vu spécialement, évidemment ça n'a rien à voir, ce sont des mondes différents. Mais ici, je suis chez moi. Là-bas, j'étais pas chez moi. Et j'en avais pleinement conscience et depuis très jeune. Donc moi, j'ai pas vécu ce retour comme problématique. En plus, j'ai toute ma famille ici, donc j'avais pas de problème pour, je sais pas, démarrer quelque chose, trouver un endroit. Non, j'étais chez moi. Donc j'avais. Vous êtes revenu chez vous, tout simplement. Voilà, en famille, sans sentir le manque de quoi que ce soit. Voilà, c'était. Je pense que ce sont des choses qui peuvent se faire tout à fait. Naturellement quand on est vraiment connecté. Et puis surtout, je crois que et je suis comme ça avec beaucoup de choses dans la vie, je vois pas tous les obstacles de la même façon. Il y a pas longtemps, j'ai répondu à une interview justement sur les obstacles que peuvent rencontrer les femmes. En fait, je me sens tellement forte que il y a des obstacles auxquels je ne prête même pas attention. Je pense que quand on est conscient de sa valeur ou quand on sait quels sont les objectifs, on se dit, ça, c'est normal qu'on ait des obstacles, mais il vaut mieux pas s'attarder dessus. Et quand c'est possible, parce que parfois c'est impossible, mais quand c'est possible de pas s'attarder dessus, il faut essayer de continuer à foncer, parce que la vie est courte. Et moi, j'ai beaucoup trop de choses à réaliser que pour. J'ai eu la chance de pas, en tout cas, avoir des obstacles qui m'ont complètement bloqué, qui m'auraient paralysé pour continuer à poursuivre mes objectifs. Voilà, je vais le dire comme ça. Je suis chanceuse. Vous écoutez Itinéraire Business avec Olivier Segbo. Madame Ekila, dites-moi, une femme qui rentre dans un combat comme celui que mène le docteur Denis Mukwege, c'est pas anodin. Non. Donc c'est pas anodin et en même temps, ce serait tellement bien qu'il y ait plus de personnes qui aient cette envie-là. Parce que si on était beaucoup, je pense que les choses avanceraient beaucoup plus vite. Comment j'en suis arrivée? Vous êtes de la même région que lui? Non, pas du tout. Pas du tout. De quelle région? C'est drôle que vous me posez cette question-là. Moi, je suis de l'Équateur. Donc, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir en termes de mentalité. Vous voyez, à l'Équateur, c'est le matriarcat. On le ressent beaucoup. Moi, chez moi, ce sont des femmes qui sont chefs de famille. Et c'est pas qu'il y a beaucoup de régions encore. C'est pas toutes les provinces qui sont comme ça au Congo. Je pense qu'on doit être peut-être 2-3 où vraiment c'est plus ou moins affirmé. Mais donc ça a été vraiment un choc pour moi. C'est marrant que vous me posiez cette question parce que quand pour la première fois, alors que on prétend connaître son pays, mais en réalité la plupart d'entre nous, on reste seulement dans les endroits déjà la capitale, Kinshasa, beaucoup de gens, quand ils rentrent, en réalité, ils rentrent à Kinshasa, ils connaissent pas le reste du pays. Et puis même, par exemple, les gens de Kinshasa vont rester à Kinshasa, les gens des provinces, ils vont rester dans les autres grandes villes du pays. Mais quand je suis arrivée pour la première fois à Goma, justement parce qu'on m'avait commandé de faire un documentaire, parce que ce qui s'est passé après mes études, c'est que j'ai fait j'ai fait surtout du documentaire. Et donc là, on m'avait commandé un documentaire sur une nouvelle technique de chirurgie qui devait permettre en fait de soigner des lésions très profondes qui
qui ont été causés par des viols qui ont été perpétrés avec extrême violence. Donc j'arrive en fait, je suis à Kinshasa et on me commande ce documentaire, je prends l'avion, j'arrive à Goma, donc la ville de Goma qui est la 3e ville du pays, et puis je devais prendre un bateau pour arriver jusqu'à Bukavu, là où il y a l'hôpital du docteur Mukwege. Et en fait, c'était vraiment un choc pour moi, parce que déjà, en termes de paysage, je n'imaginais... En fait, je ne sais même pas pourquoi, je n'avais jamais pensé à imaginer quoi que ce soit. Je voyais juste mon pays comme ça, comme ce que je connaissais déjà. Et en fait, je découvre des paysages, je découvre je ne sais même pas comment exprimer comment je me suis sentie à ce moment-là, mais c'était un choc. Je vois le lac Kivu depuis l'avion avant qu'on atterrisse. C'était extraordinaire. Et donc, je prends le bateau qui dure 3 heures et qui permet de traverser ce lac Kivu pour faire d'un bout à l'autre du lac. J'arrive à Bukavu. La traversée, je ne sais même pas quel mot utiliser pour décrire ça, parce que c'est d'une beauté qui est sans limite, en fait. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai au moins traversé 100 fois, si j'ai fait 100 fois ce trajet, mais à chaque fois, c'est éblouissant. Et en fait, j'arrive à... Ouais. Donc, je découvre, en fait, ce pays que je pensais connaître. Et en fait, j'y connaissais rien. Comme beaucoup de gens de Kinshasa qui sont complètement déconnectés, en fait, de l'Est du pays et des autres provinces aussi. Et donc, j'arrive à Bukavu. Et c'est vrai que ça a été un choc, par exemple, pour moi, comme femme vraiment qui suis leader, je peux dire ça. J'ai vraiment une mentalité de leader. Une âme de leader. Et donc, vous avez une âme de leader née dans une communauté où le matriarcat est très fort. Oui, je pense bien qu'on peut le définir comme ça. Oui, c'est vrai. Vous avez hérité quand même de quelque chose de très fort de votre communauté. Oui, des femmes fortes. En tout cas, ça c'est sûr. Des femmes fortes. Des hommes... je sais pas. Je sentais en tout cas qu'il y avait un ascendant dans l'intelligence peut-être même et tout ça. Donc après, on va pas se mentir. Hein, il y a quand même un fort machisme de la part de notre communauté congolaise en général, de la part des hommes. Ça se ressent énormément. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était J'ai eu l'impression que les femmes, elles étaient toujours au-dessus de la mêlée, en tout cas dans ma famille. Oui. Et donc j'arrive à Bukavu, et là c'est le choc, parce que là je suis même pas encore à la rencontre avec le docteur Mukwege. Là c'était extraordinaire, mais ce que je veux dire, c'est que je vois directement sur les routes que je prends, etc. Moi je me promène souvent en moto, je vois directement des femmes qui ah oui, cette image là elle est vraiment impressionnante. Donc une femme enceinte avec un bébé sur le dos, avec des fagots sur la tête, avec des sacs dans la main gauche, des sacs dans la main droite, des sacs mais extrêmement balèzes, et le mari à côté qui porte rien du tout, avec sa petite machette en train de marcher comme ça au bord de la route à côté de sa femme. Bon, moi ça m'a glacé le sang, quoi, parce que et davantage encore après, quand j'ai compris que vraiment il y avait un sérieux problème dans ce rapport homme-femme. Et d'ailleurs le docteur Mukwege, plusieurs années, qui m'apprendra à moi et à d'autres personnes. On était réunis, je pense même que c'était dans une petite réunion, une petite conférence comme ça, et il explique qu'en fait, même à l'Est, c'était des sociétés matriarcales, et que la colonisation a vraiment totalement inversé, a bouleversé cet équilibre familial comme ça, et a relégué la femme, mais c'est même pas au second plan, pour moi, quand je vais dans certains villages au sud Kivu, je me dis, mais la femme, c'est quoi? C'est pas un humain, quoi. Bon, alors, je déteste, surtout quand on est écouté par des gens, par des personnes en dehors de la communauté, je déteste dénigrer comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée. C'est vrai. Et le docteur Denis Mukwege, vous l'avez rencontré comment? Alors, le docteur Mukwege, donc je l'ai rencontré parce que j'arrive à Bukavu pour faire ce documentaire
qui allait vraiment traiter de cette nouvelle technique d'opération chirurgicale. Je rappelle que le docteur Mukwege est un chirurgien gynécologue, donc c'est pas juste le gynécologue, enfin c'était déjà énorme d'être un gynécologue, mais donc c'est un gynécologue qui en plus de ça opère et répare surtout les corps. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'homme qui répare les femmes? Parce qu'en fait, l'une des pathologies qui est vraiment la conséquence la plus fréquente de ce viol utilisé comme arme de guerre, ce viol perpétré avec extrême violence, c'est qu'en fait vous avez, vous voyez que le vagin et le rectum, je rentre dans des termes, moi j'ai pas, enfin j'espère que les gens seront pas choqués, mais je pense qu'il faut appeler un chat. Donc vous avez une paroi des tissus entre le rectum et le vagin. Et en fait, ce qui se passe dans la plupart de ces viols perpétrés avec extrême violence, c'est qu'en fait, il y a des armes parfois blanches, des armes à feu, du plastique brûlé, etc., qui sont insérées pendant ces viols. Puisque l'objectif, c'est pas de prendre du plaisir, évidemment, pour les bourreaux, mais c'est surtout de détruire la femme, la détruire dans ce qu'elle est. Souvent, c'est des viols qui sont perpétrés devant leur famille, devant les enfants, devant le mari, etc. Vraiment pour détruire complètement la communauté. Et donc, en faisant ça, en introduisant ces objets contendants, en introduisant ces couteaux, ces armes à feu, il détruit cette paroi qui sépare le vagin du rectum. Donc, vous avez des personnes qui deviennent, il y a une communication entre le vagin et le rectum, et vous avez des femmes qui deviennent incontinentes, qui ne savent plus rien contrôler, les selles passent devant, l'urine passe derrière, donc ça fait des infections horribles, et évidemment elles ont une odeur qui est très insupportable pour la communauté, donc elles sont stigmatisées en plus de ce qu'elles ont déjà vécu. Et donc ce que le docteur fait la plupart du temps, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme qui répare les femmes, c'est qu'en fait, il répare, il recrée cette séparation entre le rectum et le vagin. Et donc moi, en fait, je suis venue pourquoi? Parce que le docteur s'est rendu compte que quand il y avait des pénétrations d'objets et d'armes à feu qui étaient trop profondes, il ne parvenait pas jusqu'au bout. Il ne pouvait pas réparer tous les organes qui avaient été touchés. Et donc, il a rencontré un médecin qui a développé complètement ce qu'on appelle la chirurgie laparoscopique. C'est super technique, j'espère que tout le monde me suit, mais la chirurgie laparoscopique, en fait, ça permet d'opérer, non pas en faisant des toutes grandes incisions sur le ventre, mais en faisant des petits trous où on insère des caméras et des instruments un peu longs comme ça, qui permettent de recoudre avec juste 3-4 petits trous. Et ça permet d'opérer à partir d'au-dessus de l'abdomen. Et c'est ce que le docteur voulait. Le docteur, il voulait des personnes qui allaient opérer par le dessus, qui allaient mettre une caméra, et lui, il allait opérer par en dessous, par voie basse, donc par le vagin, et ça allait lui permettre de réparer, c'est donc des opérations à 4 mains, de réparer tout ce qui avait été détruit à l'intérieur du corps. Donc c'est vrai que c'est un peu technique, mais moi, c'est pour ça que je suis venue sur place. C'est vraiment pour démontrer la faisabilité de cette nouvelle intervention qu'il avait développée avec ce médecin, et c'était une réussite. Mais donc, moi j'arrive à l'hôpital de Panzi, je rencontre le docteur Mukwege. Au début, j'étais super émue, mais je me rendais pas compte de tout ce que j'allais vivre à ce moment-là, de tout ce que j'allais voir, de tout ce que j'allais entendre, de ce que mes yeux allaient voir. Et clairement, Et vos yeux ont vu beaucoup de choses. Oui, et ma vie a complètement changé à partir de là. Je pense que ça a été un tournant complètement décisif. Et je me suis dit, maintenant, là, je vais faire tout ce que je peux pour apporter ce que je peux apporter. Bon, moi, mon secteur, c'est la communication. Bien sûr, j'étais déjà une grande militante. Donc, enfin, quand je dis grande, c'est-à-dire que j'étais déjà militante depuis de longues années, et que c'était dans ma fibre, quoi. C'était en moi. Et donc, le docteur Mukwege, c'est un activiste des droits humains, c'est un militant. Donc, c'est vraiment en tant que militante que... Vous avez suivi, soutenu, accompagné le militant qu'il était. Oui. Qu'il est. Et c'est vrai que les gens, peut-être, ont tendance à oublier ça, que c'est un homme qui dénonce énormément, qui se met en danger, qui vit cloîtré dans son hôpital, sauf quand il fait des déplacements à l'étranger. Et pourquoi? Parce qu'il est menacé depuis... en particulier depuis 2013. En fait, depuis 2012, il a subi un attentat.
dans lequel il a failli perdre la vie. On lui a tiré dessus, mais ça a atteint son gardien, un ami proche à lui. Et donc, depuis ce moment-là, il est protégé en fait par des forces de sécurité dans son hôpital. Et ça, c'est vrai que les gens ont parfois tendance à l'oublier. On peut le voir sur des photos ou dans des grandes rencontres avec des chefs d'État étrangers, avec des grandes organisations, des grandes institutions. Et en fait, on se rend pas compte de son quotidien 95% du temps. Et donc... Madame Ekila, après ça, vous pensez que je peux encore vous poser des questions sur le livre que vous avez écrit? Mais bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, c'est lié. Moi, je ne fais rien qui ne soit pas lié à mon militantisme. Donc, on peut y aller à 100%. Mais parlez-nous un peu de ce livre pour enfants. Alors, ce livre pour enfants, c'est un livre que j'ai écrit parce que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, c'est une fille, un enfant-fille, Maïko, et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'aime bien les livres audio. Je me souviens que quand j'étais petite, on m'avait offert quelques livres audio et ça m'avait beaucoup marqué. Et je me suis dit, mais en fait, si je cherche des livres ou des supports audio avec des berceuses, des comptines, etc., je vais tomber sur toute la panoplie des comptines populaires occidentales qu'on connaît, Frère Jacques, Un siphon fonfon, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, mais tiens, moi, quand j'étais petite, on me berçait sur d'autres chansons. Et ces chansons-là, je peux pas les retrouver. Je peux pas les acheter quelque part. Je peux pas les offrir à d'autres enfants. Et pourtant, elles sont connues. Et tous les enfants africains, peu importe où ils ont grandi, je crois qu'ils grandissent en grande partie avec ces comptines-là. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. Et ça a vraiment impulsé cette idée de faire ce livre audio. C'est vraiment ça, c'est un livre audio. Et puis aussi, je voulais vraiment que mes enfants puissent grandir avec des livres dans lesquels il y avait des personnages qui leur ressemblent. Et ça, en tout cas, parce que là maintenant je vois que ça s'est beaucoup développé depuis 5 ans. Moi j'ai sorti ce livre en 2008, je travaillais dessus depuis 1 an. Et à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de livres avec des personnages africains. Vous voulez dire que vous avez été une pionnière encore? Non, parce que on va pas se mentir. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément, il n'y avait pas énormément d'ouvrages dans le monde francophone, oui, mais par contre dans le monde anglophone, on voyait quand même que la littérature jeunesse afro-américaine, par exemple, était assez développée. Donc là, il y avait quand même beaucoup plus de livres. Mais malgré tout, il y a un manque. Dans ce milieu, sur ce segment, sur cette cible, quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous avez apporté? Ben, il y avait déjà des livres audio, mais alors moi, ce que j'ai apporté, c'est un livre de 13 histoires qui déjà, et moi, toutes les histoires que j'ai faites, l'idée, moi, c'est que j'essaye de faire des bébés Black Panther, je veux dire. Moi, ce que je veux, c'est que les enfants soient engagés depuis le tout jeune âge, qu'ils soient vraiment connectés avec les réalités historiques, avec nos identités qui sont en perdition, qu'on nous a arrachées. Et qui sont difficiles à retrouver. Il y a beaucoup de mamans, quand je vois les messages que je reçois, c'est mais waouh, on peut se reconnecter avec nos racines, on apprend des choses, on peut aborder des sujets qui sont difficiles à aborder avec un enfant, comme par exemple la traite esclavagiste, la traite transatlantique. Il y a des sujets comme ça qui sont vraiment compliqués à aborder avec les enfants. Et j'ai essayé, moi, dans ce livre, dans toutes les histoires, qui est vraiment disons que j'essayais d'aborder des sujets où ça va permettre aux parents d'impulser une conversation avec son enfant. Et donc moi, donc c'est des parents qui servent de vecteurs pour raconter tout ça à leurs enfants. Oui, pour conscientiser. Ce que je cherche ce que j'ai vraiment cherché avec ce livre, et maintenant c'est décliné avec des dessins animés, c'était vraiment
de créer des enfants qui vont se poser des questions, qui vont être intéressés très tôt à leur culture et pas être déracinés, et des parents qui vont trouver un moyen d'aborder certains sujets, eux-mêmes peut-être de se reconnecter, de s'intéresser à certains sujets. Donc là, vous comprenez bien que moi, ma cible à moi, clairement, on est sur une cible africaine, afrodescendante. Quand je dis afrodescendante, c'est y compris ces populations, par exemple, aujourd'hui caribéennes ou qui sont afro-américaines et qui sont absolument, et qui sont parfois déconnectées depuis 400 ans. Absolument. Et donc, ces personnes-là, ben, moi, je les inclus totalement, surtout en tant que panafricaniste, je les inclus totalement dans cette idée d'un peuple uni, d'un peuple même homogène, je vais dire. Donc, comment arrivez-vous à atteindre cette cible? Ben, bon, là, je suis en train de travailler sur le tome 2 et le tome 3, mais sur le tome 1, c'est vrai que les histoires se passent uniquement sur des pays du continent. Mais sur le tome 2, je suis en Haïti, je suis en Martinique. Donc, il y a, vous voyez, clairement, parce que chaque histoire se termine par une comptine populaire qui est issue du continent. C'est vrai qu'il y a aussi des chansons que j'ai complètement inventées avec des compositeurs, puisque tout est chanté, j'ai recomposé toutes les musiques. Il faut aussi dire que la particularité de ce livre, c'est qu'il se vend non pas avec un CD, mais avec une carte USB audio, qui est extra plate et qui est donc au début du livre. Et en fait, ça permet, y compris aux enfants qui savent pas encore lire, de pouvoir écouter les histoires avec des narrations. Donc, par exemple, vous avez Claudicia, vous avez Youssoufa. Sur la version anglaise du livre, vous avez la fille de Malcolm X, Ilyas Shabazz, qui a mis ses voix. Il y a Jimon Hounsou, il y a Gary Dourdan, il y a énormément d'artistes qui ont participé, Angélique Kidjo notamment, qui ont mis leur voix, Kadjanine, sur ce livre. Et ça permet aux enfants d'écouter les histoires, d'écouter les chants, et donc c'est vrai que c'est une particularité. C'est pas juste le livre où vous allez tourner les pages. Ben, disons que comme j'ai choisi l'auto-édition, qui n'est pas un chemin facile. Mais en fait, comme je n'ai pas trouvé de maison d'édition africaine, afrodescendante, en tout cas dont les propriétaires sont africains ou afrodescendants, donc ça ne m'a pas intéressé de m'associer avec quelqu'un. J'ai préféré, alors il y avait une super édition, Roots Édition, une édition de Guadeloupe qui avait vu le jour aussi à ce moment-là. Mais j'avais fait quelques analyses vite fait et je m'étais rendu compte que ce serait beaucoup plus intéressant pour moi de rester en auto-édition, d'avoir un contrôle total en fait sur ce que j'allais produire. Donc j'ai juste trouvé Pour le commun des mortels, nous qui ne sommes pas du métier, c'est quoi l'auto-édition? Mais l'auto-édition, ça veut dire que votre livre, vous décidez de trouver un imprimeur, un endroit où vous allez l'imprimer, et vous le faites imprimer, et puis vous-même, vous allez placer vos livres, vous allez trouver un moyen de le distribuer, vous allez démarcher plein de magasins, des grands magasins, des petits magasins, des librairies, peu importe, même par exemple moi ici à Kinshasa, mes livres sont dans des pâtisseries, dans des restaurants, dans des espaces culturels. Vous démarchez et vous placez vos livres et vous venez vous-même récolter l'argent des livres qui ont été vendus et puis vous faites vous-même votre promotion. Moi, j'avais quelques avantages, évidemment, c'est qu'après avoir travaillé dans plusieurs médias, j'avais quand même pas mal de contacts et d'artistes et de médias et de journalistes, etc. Donc, c'est vrai que je me suis dit rapidement que ça allait être plus intéressant pour moi de partir sur de l'auto-édition. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas aussi simple. Après, il faut savoir aussi qu'en auto-édition, je gère tout. Je gère toute la chaîne et du coup, les gains aussi. Toute seule? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est pour ça que bon, après, pour certaines personnes, c'est énorme, mais là, j'ai vendu plus de 3000 copies, mais donc environ 3000 copies. C'est vrai que ça pourrait paraître énorme pour certains auteurs, parce que c'est difficile, hein, le monde de la littérature. Mais tout ça, je l'ai vendu toute seule, mais je me rends bien compte que si j'avais pas de métier à côté et que je ne faisais que ça, alors là, j'aurais vraiment pu, déjà j'aurais pu finir des autres tomes, et puis j'aurais pu vraiment ne vivre que de ça, clairement. Notamment avec les produits dérivés. Vous voyez là, par exemple, j'ai lancé le premier dessin animé du livre, puisque c'est 13 histoires. La première histoire est déjà sortie en dessin animé, la seconde sortira bientôt. Mais bon,
c'est vraiment un métier qui prend du temps. Et j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais pas de métier à côté, si j'avais pas aussi toutes mes actions militantes. Ça, c'est certain. Mais et aujourd'hui, donc votre livre est distribué au Congo, Kinshasa, sur des plateformes. Alors, il est disponible. Oui, alors il est disponible sur les grandes plateformes de vente qu'on connaît et que je vais peut-être pas citer. Je vais plutôt citer les Black Business, comme on dit. Il est disponible chez Noir et Fier Store, Nofi Store. Il est disponible chez Roots Éditions aux Antilles françaises. Il est disponible dans plusieurs boutiques, librairies ici à Kinshasa, mais également disponible par exemple en Côte d'Ivoire, au Mali. Là, il y a la version anglaise que j'ai sortie depuis quelques mois, notamment avec toutes ces personnalités qui ont accepté aussi de participer à ce projet et qui donc ont prêté leur voix pour la version en anglais. Et c'est vrai que là, je prépare une tournée vraiment pour faire la promotion du livre en anglais. Parce que j'avais fait la promotion en français, j'avais appelé certains confrères et consoeurs journalistes sur certains grands médias en France. Et ça m'a permis vraiment de jouir d'une grande visibilité à ce moment-là. Et ça m'a permis de... Pas connu à l'époque. Ben, c'est dommage, c'est très dommage. Mais j'ai fait, pourtant, bon, en tout cas, j'ai été notamment à Paris sur Africa numéro 1. Bon, j'ai pas été reçue par Maman Eugénie, mais en tout cas, je suis passée par là-bas et j'ai fait le tour de pas mal de radios. Mais c'est vrai que, de toute façon, c'est pas trop tard. Vous êtes une femme engagée. Oui. Vous êtes une femme audacieuse. Vous êtes une femme qui n'a peur de rien. Quels sont les combats que vous pensez mener? Donc, vous me dites, vous êtes en train de préparer les 2 prochaines éditions? Oui, ça c'est en ce qui concerne le livre, je suis sur les 2 prochaines éditions. Donc là, j'ai sorti le tome 1, il y a le tome 2, le tome 3 qui vont sortir, toujours sur le même format. Et puis il y a tous les dessins animés aussi, j'espère pouvoir... Ça veut dire que vous avez gagné beaucoup d'argent avec ça? Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça déjà parce que... Oui, et puis alors moi, ce que j'essaye de faire avec l'argent qui va être généré par la vente de ces livres, c'est d'investir dans des projets militants à court, moyen et long terme. J'ai beaucoup de projets, dont certains dont j'ai pas envie spécialement de parler, parce que je pense que c'est bien aussi de travailler dans le silence. Je ne poserai pas la question parce que je sens que vous êtes quelqu'un qui ne parle que lorsque vous avez déjà lancé quelque chose. C'est vrai. Mais il y a des choses qui sont lancées et qui vont aboutir. Mais je pense que il faut parfois savoir préserver, on va dire. Laisser le temps au temps. Oui, effectivement. Et donc. Le bon moment pour en parler. Oui, et puis je pense aussi qu'il y a des choses qui doivent pas être précisées. Moi, je pense que quand on est dans le militantisme comme je le suis, je suis pas non plus une personne qui ne dérange pas. Et donc je préfère rester aussi discrète par rapport à certaines de mes activités, voilà, pour avancer un peu plus sereinement. Ouais. Si nous revenons à l'édition, vous avez publié un livre qui a été duquel on a fait des dessins animés ou un dessin animé. Oui, pour l'instant j'ai fait un dessin animé avec une équipe. De nouveau, je suis très fière de dire ça, mais c'est une équipe 100% congolaise, des jeunes illustrateurs, des jeunes animateurs, et je crois que c'est ça la force, c'est de se dire que oui, ce serait peut-être plus facile parfois d'aller dans une maison d'édition occidentale, ce serait peut-être plus facile parfois d'avoir recours à des dessinateurs ou à des illustrateurs qui sont dans des maisons où tout est déjà plus ou moins agencé, etc. Mais moi, je tiens vraiment à chaque fois et sur toute la chaîne à travailler avec des sœurs, des frères. Et donc, ce premier dessin animé, j'ai des retours vraiment positifs. Et on a tellement de talent à valoriser que ça, c'est vraiment quelque chose que je m'évertue à faire. À ne travailler qu'avec des membres, qu'avec des gens de la communauté. Et surtout, particulièrement sur ce projet. Il y a des fois, on n'a pas le choix.
Il y a des secteurs où on n'a pas le choix, mais là, je me donne le choix. Si je vois qu'il n'y a pas moyen, je préfère même rester pendant 6 mois sans avancer sur un projet, enfin sur quelque chose en tout cas qui est en lien avec le livre, jusqu'à ce que je trouve une personne de la communauté qui pourra faire ça. Donc c'est ça aussi, c'est que j'ai pas cette contrainte, je ne vis pas de la production de ce livre, de la création de ce livre et des différents volumes. C'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de faire pour pouvoir aider, déjà pour permettre plus de représentativité. Vous voyez, dans mon livre, par exemple, moi, il n'y a aucun personnage qui ne porte pas ses cheveux naturels. Il n'y a aucun personnage qui porte un nom chrétien ou occidental ou quoi que ce soit. Ce ne sont que des noms de chez nous. C'est vraiment une valorisation de ce qu'on est, de ce qu'on a été, de ce qu'on a oublié qu'on était parfois, de nos spiritualités ancestrales aussi, qu'on nous a forcé à laisser tomber pour épouser d'autres religions. Moi, évidemment, j'essaye vraiment d'éloigner tout le monde de ce chemin-là d'aliénation, je vais dire, et de revenir sur nos spiritualités ancestrales. Donc ce livre, il pourrait paraître comme ça anodin, c'est pour des enfants entre 0 et 12 ans, mais en fait, il y a tout un engagement derrière, et forcément, l'enfant avec des livres comme ça, ce type de livre-là, ce type de lecture, les messages qui sont envoyés dedans, il va forcément avoir une réflexion qui va être différente de la plupart des enfants. Parce que vous pouviez trouver des livres avec des personnages africains dedans, mais soit c'était écrit par des auteurs blancs, par exemple, qui allaient le représenter toujours dans une forêt. Je dis pas qu'il y a personne qui vit dans... Vous dites qu'il y a certainement des livres africains écrits par des auteurs africains. Oui, donc il y a des aujourd'hui, et quand j'ai aussi sorti mon livre, il y en avait aussi quelques-uns, des auteurs africains de la littérature jeunesse, par exemple, mais c'était surtout des auteurs blancs qui vont mettre des personnages africains dans leurs livres, et c'est des personnages qui sont toujours dans des contextes particuliers qui existent. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, des personnages qui sont constamment dans la brousse, qui vont pas porter de chaussures, etc., etc. Donc c'était souvent ce genre de représentation-là. Et il y a beaucoup d'enfants qui se reconnaissaient tout simplement pas du tout dans ces livres-là. Donc pour moi, c'était très important de montrer des personnages, des enfants africains, congolais, sénégalais, ivoiriens, béninois, qui se retrouvent comme ça dans leur quartier, dans une grande mégalopole africaine, et qui ont une vie comme beaucoup d'autres enfants. Et donc ça c'était important pour moi de pouvoir le représenter, parce que la représentation, on se rend pas compte, mais c'est un des premiers obstacles en fait au développement, à la confiance de soi. On crée des adultes qui ne se reconnaissent nulle part. Et même sur des affiches qui vont parler d'un produit de beauté, on va systématiquement mettre des personnes qui sont claires de peau, qui se sont défrisées les cheveux, etc. Et ça, pour moi, c'était très problématique. Donc, dans ce livre, dans Kesho, 13 histoires et comptines d'Afrique, vous allez voir que c'est complètement différent. J'ai vraiment mis l'africanité à l'honneur. J'ai vraiment mis cette beauté, la beauté du cheveu, nos magnifiques noms, nos valeurs aussi. J'ai tout mis ça j'essaie de tout mettre en avant. C'est des histoires qui vont parler de solidarité, qui vont parler de partage, qui vont parler du fait de réussir tous ensemble. Ça, pour moi, c'était vraiment aussi très important, parce que réussite collective. Voilà. Être la première de sa classe, c'est bien. Il y a une histoire qui parle de ça. C'est super. La petite fille est très fière parce que c'est toujours elle qui a les meilleurs résultats. Elle est meilleure que ses sœurs et tout ça. Et son papa lui dit non, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand tout le monde réussit. C'est quand tout le monde est premier de classe. C'est là qu'on peut construire une société avec peut-être de la compétitivité, mais de la compétitivité positive. Alors on essaye de tous faire mieux, de créer mieux, d'être excellent, etc. Quand on est tous drivés par ce sentiment-là, c'est là qu'on peut se reconstruire. Or on est obligé, nous, particulièrement nous, Africains, on est obligé maintenant de rentrer dans une phase où on va exceller particulièrement dans tout, où on va se dépasser, où on va créer plus que les autres, où on va exprimer nos talents qui sont là, hein. Ils sont là, ils sont en nous, et parfois c'est juste qu'il n'y a pas le contexte pour l'exprimer, et que finalement tous les secteurs sont bouchés par notamment cette aide humanitaire,
tous les secteurs sont bouchés. Dès qu'on veut entreprendre, on doit le faire dans un certain secteur, avec certaines organisations, certaines institutions. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille sur une véritable souveraineté. D'ailleurs, je ne le pense pas, c'est une affirmation. Il faut vraiment qu'on soit souverain, qu'on ait des projets qu'on initie nous-mêmes dans notre intérêt et qu'il y ait une forme, oui, de communautarisme pendant une période de transition où on va réapprendre à s'aimer, réapprendre à se valoriser, réapprendre qui on était, quelles ont été nos énormes réussites historiques, qui ont été les grands résistants. Parce que quand on regarde finalement l'histoire, la période où on a commencé à être asservi, c'est une période qui est beaucoup plus courte que toute cette période je vais pas dire de gloire, parce que j'aime pas ce terme, en tout cas, où on avait une vie de grand développement, de réussite, de création. Et donc, c'est dommage qu'on soit obligé de faire abstraction de tout ça ou qu'on soit même pas au courant. Voilà, donc moi j'essaye de... Si je dois retenir deux choses de cette interview, qu'est-ce que vous avez à me dire, Madame Ekila? Non, mais vous pouvez pas me dire deux choses, parce que moi j'ai 1000 choses à dire. Mais... Et dites-moi deux phrases que je n'oublierai jamais après vous avoir écouté. Je pense que... Alors, je pense que déjà, ce serait bien que les gens se rendent compte que le véritable bonheur, c'est vraiment d'être utile aux autres. On peut pas continuer à fonctionner dans le système, ce système économique en fait qu'on nous impose, un système économique mondial où forcément qui ne peut fonctionner que quand il y a une minorité qui oppresse en fait et qui opprime et qui exploite une grande majorité de la population mondiale. Et donc, avoir une vie dans cette situation-là d'oppression, avoir une vie où on est dans l'individualité, où on se dit qu'est-ce que je vais gagner, quel profit je vais faire en vendant tel produit, non. Est-ce que ce produit va être utile ? Est-ce qu'il va permettre aux gens de se conscientiser pour qu'on essaye de sortir de cette matrice et de cette société extrêmement problématique? Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, et je m'adresse particulièrement à mes sœurs, à mes frères, c'est qu'aujourd'hui, notre seule façon de nous en sortir, je pense que c'est important que les gens se rendent compte que les mots MAUX qu'on vit aujourd'hui là sur le continent, c'est des mots qui ne pourront, toutes ces crises, toutes ces guerres, tous ces conflits et toute cette oppression qu'on vit, on pourra la dépasser, on pourra vaincre toutes ces problématiques que si on est unis entre nous. Il n'y a pas un pays africain qui pourra tout seul se relever. Non. On est interdépendants, on est des populations interdépendantes. Et donc, on va trouver une réussite et se sortir de cette crise que si on est unis. Donc, c'est vraiment un message que je voudrais envoyer. C'est évidemment difficile à développer comme ça, parce que les gens se disent, mais on peut pas parler d'un bloc homogène. C'est pas possible, ça fait pas de sens. On est tellement de populations, d'ethnies différentes, avec des mentalités différentes, etc. Oui, c'est vrai, avec des cultures différentes, parce que les gens, souvent à tort, vont vous parler de la culture africaine. C'est une très grosse erreur pour moi. Je pense qu'il faut cultiver toutes ces différences-là. Mais malgré tout, on a une unité dans toutes ces différences-là, une unité qui est multisectorielle. Et je crois que vraiment, j'aimerais juste pousser toutes les personnes qui m'entendent aujourd'hui à essayer de privilégier dans leurs analyses, quand ils font des choix de vie, des choix de carrière, etc., à privilégier cette voie de s'unir et d'essayer de créer des liens, de s'interconnecter entre continents. Si vous avez une entreprise, essayez que cette entreprise elle ait des succursales dans d'autres pays et de favoriser plutôt ça que, on va dire, l'ouverture en dehors du continent. Parce que je crois qu'on est obligé de passer par cette étape-là avant de s'ouvrir aux autres. Madame Maud Salomé Ekila, vous avez parlé de votre enfance, de la société matriarcale qui vous a nourri, du travail de conscientisation dès le jeune âge que vous avez mené, et puis d'une rencontre absolument inouïe, rencontrer le docteur qui répare les femmes, et tout ça dans une culture que vous voulez remettre au goût du jour,
en invitant tout le monde à s'unir et à bosser pour un seul et même continent. Absolument. Est-ce que j'ai essayé maladroitement de résumer ce que nous avons partagé ce soir? C'est très bien résumé. Merci infiniment, Madame Ekila. Itinéraire business avec Olivier Segbo.